Très heureux de vous rencontrer ce soir pour parler de Montaigne, en effet, et de son rapport à la vérité. Montaigne est un penseur sceptique. Tous les gens qui en ont lu un petit peu le savent ou croient le savoir. En 1576, avant même d'avoir publié les Essais, il fait graver une médaille sur laquelle est inscrite la formule sceptique classique « Que sais-je ». La cause est donc entendue. Si Montaigne est sceptique, cela signifie qu'il pense qu'on ne peut pas atteindre la vérité, ou qu'elle est au mieux relative. C'est apparemment le sens de la fameuse formule qui a été reprise plus tard par Pascal, je cite, « Quelle vérité que ces montagnes bornes, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà. » Ce qui est vérité d'un côté est mensonge de l'autre. Il n'y a donc pas de vérité absolue, de vérité vraie, si on peut dire. Et l'immense avantage de cette conclusion, c'est que nous pouvons nous arrêter là, sur le sujet Montaigne et la vérité. Et là, je pense que je suis en train de battre un record. En 1 minute 15, j'ai donc terminé une conférence sur Montaigne et la vérité. Bon, alors je vous rassure, je vais continuer. Je vais continuer parce que Montaigne lui-même n'en reste pas là. Et je crois que c'est ça le plus intéressant. C'est-à-dire que nous trouvons chez Montaigne de nombreuses réflexions sur la vérité. Et non seulement un discours sur la vérité, mais des attestations de vérité qui semblent s'imposer à Montaigne. Alors, un signe frappant qui explique le titre que j'ai donné à cette conférence, c'est qu'on trouve une bonne centaine de fois dans les Essais la formule « à la vérité ». Quand quelqu'un dit « à la vérité, ceci est comme cela », c'est qu'il pense que c'est vrai. Et on pourrait ajouter un nombre d'occurrences assez important aussi de la formule « en vérité », bon, un peu moins typique, mais qu'on rencontre aussi dans les Essais. Nous avons donc un auteur qui nous dit qu'il pense que « à la vérité, ceci est comme cela ». Il pense que c'est vrai. Cette expression ne se cache pas non plus dans des recoins obscurs des Essais. Je vais donner juste un seul exemple, mais je trouve qu'il est remarquable. La première phrase de la fameuse Apologie de Raymond Sebon, le grand texte central des Essais. Je cite cette phrase, c'est la première. « C'est, à la vérité, une très utile et grande partie que la science. Ceux qui la méprisent témoignent assez leur bêtise. » Voilà, les premiers mots de l'Apologie de Raymond Sebon, le livre dans le livre, « à la vérité », etc. Bon. Et nous en trouvons une confirmation dans le dernier chapitre des Essais sur l'expérience, de l'expérience. Je cite une petite phrase de ce chapitre. « La vérité est chose si grande que nous ne devons dédaigner aucune entremise qui nous y conduise. » Il est donc assez manifeste que Montaigne pense qu'il y a de la vérité, que c'est quelque chose qu'il faut respecter, chercher. Et donc, puisqu'il admet qu'il y a des vérités, allons droit au but. Il n'est pas sceptique. Ah oui, c'est la conclusion logique de ce fait. Et pourtant, il est sceptique. Puisqu'il le dit, puisqu'il l'écrit. Nous devons donc nous demander quelle est sa manière d'être sceptique. Et c'est là que ça devient intéressant, évidemment. Ce n'est certainement pas la manière des fondateurs du scepticisme, le grec Pyrrhon, son école, ses disciples. Un scepticisme qui assume une part de vérité n'est pas du même ordre que le scepticisme antique. Voilà. Au minimum, ça nous oblige à redéfinir ce que serait ce scepticisme de Montaigne. Alors, je ne ferai pas semblant de découvrir ce problème. Il a été déjà traité par de nombreux auteurs, et récemment en particulier par Frédéric Brahami, qui a écrit d'excellents ouvrages sur cette question et auxquels je vous renvoie si vous souhaitez l'approfondir. La question que je poserai pour ma part aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui, chez Montaigne, ou pour Montaigne, résiste au doute ? Puisque ce qui caractérise le sceptique, habituellement, c'est le doute.
La réponse est en fait très simple, très claire, et la difficulté est en fait de la comprendre. Cette réponse, c'est l'expérience. C'est le dernier mot des essais, ou plutôt le dernier chapitre. Le dernier chapitre du livre 3 s'intitule « De l'expérience ». Et c'est bien dans l'expérience que se joue la possibilité d'atteindre une vérité, pour Montaigne. Or, nous savons comment se nomme un philosophe qui s'appuie fondamentalement sur l'expérience, depuis les Grecs, justement. On l'appelle un empiriste. Montaigne sera donc un empiriste, mais puisqu'il est sceptique, ce sera un empiriste sceptique. Voilà, c'est la formule canonique. Cette formule semble cohérente. Pourtant, il faut tout de même remarquer que Montaigne, lui, ne s'exprime pas ainsi. Nous devrons donc faire un effort pour définir autant que possible cette position philosophique dans les termes mêmes de Montaigne, plutôt que d'attacher à sa pensée une étiquette qui se révélerait trop vague ou éventuellement vide de sens. La notion d'empirisme sceptique est familière aux historiens de la philosophie, particulièrement aux lecteurs de David Hume. Le philosophe écossais des Lumières est en effet le type même, dans la philosophie moderne, de l'empirisme sceptique. Alors, ça ne veut pas dire que la position de Montaigne se réduirait à celle de Hume. Il y a certes une continuité entre les deux auteurs, comme l'a montré justement Frédéric Brahami, que je citais tout à l'heure, mais ce qui m'intéressera aujourd'hui, c'est ce qui fait la spécificité de Montaigne dans son rapport à la vérité. Alors, à première vue, la combinaison de l'empirisme et du scepticisme ne paraît pas trop choquante, en fait. Après tout, un des plus célèbres sceptiques de l'Antiquité fut le dénommé Sextus Empiricus, Sextus l'Empirique. Alors, il faut savoir tout de même que ce surnom indiquait en réalité qu'il était médecin. En latin et en français, pendant assez longtemps, on disait l'empirique, un empirique, pour désigner un médecin. Mais enfin, tout de même, l'association de ces deux adjectifs, sceptique et empirique, avait de quoi faire réfléchir des esprits aiguisés. Et pour de bonnes raisons d'ailleurs. Les sceptiques grecs ne récusaient pas les impressions des sens. Ils recommandaient au contraire de les suivre et de leur faire confiance. Ça, c'est la doctrine sceptique classique, la plus classique. Seulement, ils précisaient que ce n'étaient pas des vérités. Ce n'est pas seulement une subtile distinction. On peut faire confiance à ces sens, mais on ne sait pas si ce qu'ils nous présentent est vrai. On a besoin de toute façon de les suivre parce que c'est la vie, mais quant à déterminer si ce qu'ils nous disent est vrai, c'est une autre affaire. Et c'est ici, je crois, que Montaigne va se séparer des anciens sceptiques. Dès le début du chapitre de l'expérience, que j'ai déjà cité tout à l'heure, Montaigne distingue deux choses. Il distingue la raison et l'expérience. Et pour lui, il faut choisir l'une ou l'autre, et souvent l'une contre l'autre. Je cite un passage. C'est le début. Il n'est désir plus naturel que le désir de connaissance. Nous essayons tous les moyens qui nous y peuvent mener, donc à la connaissance. Quand la raison nous faut, c'est-à-dire nous fait défaut, nous lâche, nous y employons l'expérience. Et il y revient un peu plus loin. L'expérience est proprement sur son fumier, c'est-à-dire sur son terrain, au sujet de la médecine, où la raison lui quitte toute la place. Autrement dit, pour Montaigne, l'expérience n'apparaît jamais si purement que quand la raison se tait, ou doit laisser la place. Autrement dit aussi, pour Montaigne, l'empiriste est en quelque sorte le contraire du rationaliste. Et je crois que nous touchons ici du doigt l'origine de cette habitude qui s'est prise dans l'époque moderne d'opposer l'empirisme et le rationalisme. C'est une opposition qui ne va pas de soi du tout. Si vous reprenez les philosophes de l'Antiquité, par exemple, quelqu'un comme Aristote, vous avez un empiriste, mais c'est un empiriste qui est rationaliste. Et en tant qu'empiriste, il ne s'oppose pas aux rationalistes, il s'oppose aux idéalistes, par exemple Platon et les platoniciens. Donc, dans le cas des philosophes antiques, l'empiriste comme l'idéaliste sont des rationalistes. Avec Montaigne, alors je le dis avec beaucoup de précaution, il faut toujours faire un peu attention à ce qu'on dit quand on énonce une thèse qu'on attribue à Montaigne, mais
avec Montaigne, l'empirisme devient une sorte d'irrationalisme. Eh oui, il s'oppose au discours de la raison. Bon, donc, j'y peux rien. Si vous rejetez la raison ou si vous la faites taire, vous êtes ce qu'on appelle désormais un irrationaliste. Mais la question étant de savoir de quelle manière, là encore. Et nous allons voir que c'est assez compliqué. Du coup, si l'empirisme devient une sorte d'irrationalisme, vous voyez la conséquence, c'est que les rationalistes vont devenir idéalistes. Vous me suivez ? C'est logique. Vous voyez, si l'empirisme est du côté d'une sorte d'irrationalisme, tous ceux qui vont se positionner du point de vue d'un rationalisme pur vont être tentés d'aller vers un idéalisme. Démonstration par les effets. Notre plus grand rationaliste français est aussi un idéaliste. C'est Descartes. Logique. Vous voyez ? Bon. Il y a quelques années, Jocelyn Benoît proposait de considérer Montaigne comme un empiriste radical. C'est la formule qu'il proposait. Bon, je prends la liberté d'interpréter cette formule comme empiriste, mais pas rationaliste. Alors, c'est peut-être pas exactement ce que voulait dire Jocelyn Benoît. Je suis sûr qu'il me pardonnera. Il est inutile d'insister ici sur la critique virulente de la raison humaine que contient, par exemple, l'Apologie de Raymond Sebon. C'est un des thèmes les plus connus de l'œuvre de Montaigne. Qu'est-ce que Montaigne critique dans ce texte ? Le fait que la raison nous enfle, nous enorgueillit, que nous nous prenons pour Dieu. Et du coup, nous ratons le réel. Voilà le problème. Alors, je me contenterai d'une seule citation. L'Apologie de Raymond Sebon, c'est très long. Voici ce qu'écrit Montaigne. « Nous nous attribuons des biens imaginaires et fantastiques, des biens futurs et absents, desquels l'humaine capacité ne se peut d'elle-même répondre, ou des biens que nous nous attribuons faussement par la licence de notre opinion, comme la raison, la science et l'honneur. » Oui, la raison est un bien que nous nous attribuons faussement. Donc non seulement la raison nous fait rater le réel, mais elle est en quelque sorte elle-même quelque chose d'irréel, puisque nous ne l'avons pas vraiment. Le plus étrange, à première vue, c'est que, bien qu'il oppose donc raison et expérience, ça c'est clair, Montaigne semble associer volontiers raison et vérité. Ce qui est plus inquiétant, du coup. Par exemple, dans un des premiers chapitres du livre 1 de l'Institution des enfants, nous lisons ceci. « La vérité et la raison sont communes à un chacun, c'est-à-dire à chacun tous, et ne sont non plus à qui les a dites premièrement qu'à qui les dit après. » Un autre passage, dans les Cannibales. « Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. » Vous voyez, donc le couple vérité et raison. Les deux associés en même temps. Bon. Montaigne paraît donc associer dans une sorte de cause commune raison et vérité. Cela revient-il à entraîner la vérité dans le défaut de la raison ? Oui, une sorte d'attraction fatale. On peut le soutenir avec une certaine vraisemblance. On remarquera d'ailleurs que dans la dernière citation que j'ai faite, la vérité et la raison sont en fait réduites à l'opinion et à la coutume ou à l'usage, ce qui est évidemment une manière de les dévaloriser. Si notre raison n'est en fait qu'une manière de penser coutumière, ça ne va pas très loin. Si on pouvait en rester là, ça serait simple, mais évidemment, comme toujours avec Montaigne, ça ne l'est pas. Et donc, nous lisons encore un petit peu les essais, et là, nous apercevons qu'en fait, il fait l'éloge de la raison, régulièrement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être une sorte d'irrationalisme, mais c'est certainement pas un irrationalisme absolu. Pourquoi fait-il l'éloge de la raison ? Parce que la raison nous aide justement à lutter, paradoxalement, contre la coutume, et à valoriser un comportement qu'on peut qualifier de raisonnable. Je donne par exemple une citation dans le chapitre de la coutume. « Qui voudra se défaire de ce violent préjudice de la coutume, il trouvera, donc préjugé, il trouvera plusieurs choses reçues d'une résolution indubitable, qui n'ont appui qu'en la barbe chenue et ride de l'usage qui les accompagne. Mais ce masque arraché,
rapportant les choses à la vérité et à la raison, il sentira son jugement comme tout bouleversé et remis pourtant en bien plus sûr état. Donc là, ce n'est pas du tout une critique, vous voyez. Là, ce que dit Montaigne, c'est que la raison nous aide à nous échapper aux préjugés de la coutume et des habitudes morales. Donc c'est bien. Et puis il le dit. On va beaucoup mieux après. Si on se sert de la raison, ça nous libère. Donc, essayons d'en tirer quelques conclusions partielles. Montaigne est peut-être un pur empiriste, mais ce n'est certainement pas un pur irrationaliste. La raison n'est pas pour lui simplement négative ou perverse. Dans certains cas, il revendique même un usage éminent de la raison, en se démarquant de l'expérience, comme dans le chapitre de la force de l'imagination. Je cite une phrase. « Les discours sont à moi, les discours que j'écris, mes essais, et se tiennent par la preuve de la raison, non de l'expérience. » Alors là, on ne sait plus quoi penser. Non, mais c'est quand même une phrase extraordinaire. Il passe son temps à vous dire que ce qui est solide, ce qui est vrai, c'est l'expérience. Mais là, non, j'écris les essais, c'est ma raison qui parle. Et je n'ai pas besoin de l'expérience de toute façon pour mes conclusions. Bon. Il faut toujours être très prudent, je répète, quand on prétend énoncer une thèse philosophique qu'on attribue à Montaigne. Si vous sortez de cette conférence avec cette prudence-là, on aura déjà gagné quelque chose d'énorme. Non, mais c'est un texte complexe, les essais. Ce n'est donc pas le lien entre raison et vérité qui peut suffire à faire rejeter la vérité. La raison n'entraîne pas vers le bas la vérité ou ne nous empêche pas de la connaître. Il faut ajouter d'ailleurs que les formules que je viens de citer appartiennent toutes au premier livre des essais. Ça ne signifie pas nécessairement que Montaigne a changé d'avis en progressant dans son écriture. Vous savez qu'il y a eu une théorie pendant très longtemps sur la genèse des essais. On disait que Montaigne a évolué en écrivant les essais. Au début, il pensait à certaines choses et puis à la fin, il pensait à autre chose. Bon. Je ne suis pas sûr du tout que ça soit une théorie satisfaisante, pour des tas de raisons. On pourrait y revenir si vous voulez après, mais je crois que Montaigne pensait à son lecteur. Pour un lecteur du XVIe siècle qui ouvre les essais et qui les lit dans l'ordre, oui, parce que nous avons appris à lire les essais n'importe comment, on ouvre ça, on prend un chapitre, mais imaginez les premiers lecteurs des essais, ils le lisent dans l'ordre, comme à peu près n'importe quel livre, la plupart du temps. Donc les premières idées sont celles qui font consensus dans les premiers chapitres des essais. L'idée d'associer la raison et la vérité, ça fait consensus pour un lecteur du XVIe siècle. C'est tout à fait prévisible pour un lecteur du XVIe siècle. C'est normal. Bon. Les idées vraiment personnelles de Montaigne apparaissent effectivement petit à petit et beaucoup plus à la fin des essais. Ça, c'est très connu, je n'y reviens pas. Et le fait est que dans le dernier chapitre de l'expérience, le lien entre la raison et l'expérience s'est distendu au maximum, presque perdu. Alors, qu'est-ce que Montaigne avait à gagner, à jouer, si j'ose dire, l'expérience contre la raison ? Comment s'approche-t-on ainsi de la vérité ? Autrement dit, que nous apporte l'expérience que la raison ne peut nous apporter ? Cela tient en 2 points. Le double avantage de l'expérience, c'est qu'elle ne nous fait jamais défaut et qu'elle contient tout. La raison, de son côté, est partielle et partiale. L'expérience, au contraire, englobe tous les aspects du réel. À quoi le voyons-nous ? À ce qu'elle englobe jusqu'aux contradictions. Merleau-Ponty, dans un article consacré à Montaigne, propose dès la première page une idée saisissante. Je vous cite une phrase qui, je crois, est vraiment très intéressante. Détruisant la vérité dogmatique, partielle ou abstraite, il, c'est Montaigne, insinue l'idée d'une vérité totale, avec toutes les facettes et toutes les médiations nécessaires. S'il multiplie les contrastes et les contradictions, c'est que la vérité l'exige. Montaigne commence par enseigner que toute vérité se contredit. Peut-être finit-il par reconnaître que la contradiction est vérité. Et ici, Merleau-Ponty cite une phrase de Montaigne que je crois tout le monde cite quand on parle de Montaigne de la vérité. « Je me contredis bien à l'aventure, c'est-à-dire à l'occasion. Mais la vérité, comme disait Démade, un philosophe grec, je ne la contredis point. » Alors, il est extrêmement curieux que la suite de l'article de Merleau-Ponty n'approfondisse pas cette intuition.
il passe à autre chose. Mais on peut le comprendre. Car suggérer que la vérité est contradictoire ou que la contradiction est vérité, c'est une sorte de blasphème philosophique. Autant ne pas s'appesantir sur une idée qui a de quoi faire se dresser les cheveux sur la tête à tout penseur occidental digne de ce nom. Contentons-nous, comme Merleau-Ponty, d'un peut-être de bonne aloi. Et pourtant, je crois qu'il faut examiner de plus près cette idée, cet énoncé invraisemblable, parce que il me semble qu'il nous livre la pensée la plus intime et la plus stupéfiante de Montaigne. Une pensée tellement scandaleuse que nous avons encore du mal, 5 siècles après les essais, à la prendre complètement au sérieux. Vous me permettrez de rappeler un petit point d'histoire, puisque c'est ici le cabinet de l'historien. Depuis les débuts de la philosophie grecque, le principe de contradiction, alors certains auteurs disent le principe de non-contradiction, c'est la même chose, a constitué un des piliers de la pensée occidentale. Selon l'énoncé d'Aristote dans la métaphysique, et Montaigne connaissait évidemment ce passage, je cite, « Il est impossible que le même, la même chose, appartienne et n'appartienne pas en même temps à la même chose et du même point de vue. » Voilà ce qu'on appelle le principe de contradiction. Je ne peux pas être ici et pas ici en même temps et du même point de vue. Pour Aristote, suivi en cela à peu près par tous les philosophes occidentaux, c'est le premier principe, le plus sûr, le plus connu, c'est lui qui le dit. Renoncer à ce principe, c'est littéralement porter un coup fatal à la philosophie telle qu'elle s'est faite au moins depuis Socrate. Et ce serait tellement douloureux que même un lecteur de Montaigne aussi attentif, sensible et compétent, et je le dis très sincèrement, que Marcel Conche préfère encore refuser d'admettre que Montaigne se contredit. Je cite un passage de Montaigne et la philosophie, qui est l'ouvrage principal de Marcel Conche sur Montaigne. Voici ce que dit Marcel Conche. « Il ne faut pas voir de contradiction dans le monde des essais. » Alors après, il cite la fameuse phrase, comme tout le monde, « Tant il y a que je me contredis bien à l'aventure, mais la vérité, comme disait Desmattes, je ne la contredis point. » Et voici le commentaire de Marcel Conche. « Qu'est-ce à dire, sinon que les contradictions des essais n'en sont pas. Elles ne blessent pas le principe de non-contradiction. » C'est quand même extraordinaire. Je tiens à signaler que j'apprécie beaucoup les œuvres de Marcel Conche. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un que je trouve remarquable et qui comprend, je crois, très bien Montaigne. Mais là, ça ne passe pas. Vous voyez ? C'est pas possible. Ça ne peut pas être contradictoire, Montaigne. Et vous remarquerez qu'il parle de blessure. Pas seulement symbolique, à mon avis. Tout sauf la contradiction. Et voilà justement où Montaigne nous attend, parce que lui, vraiment j'en suis désolé, mais il nous dit qu'il se contredit. Alors là, il faut citer le texte, chapitre 1 du livre 2, c'est pas caché au milieu des essais, de l'inconstance de nos actions, je cite Montaigne. « Si je parle diversement de moi, c'est que je me regarde diversement. Toutes les contrariétés s'y trouvent, selon quelques tours et en quelque façon. Honteux, insolent, chaste, luxurieux, bavard, taciturne, laborieux, délicat, ingénieux, hébété, chagrin, débonnaire, menteur, véritable, savant, ignorant, et libéral, et avare, et prodigue. Tout cela, je le vois en moi aucunement, c'est-à-dire effectivement, selon que je me vire, selon que je me tourne. Et quiconque s'étudie bien attentivement trouve en soi, voire et en son jugement même, cette volubilité et discordance. Je n'ai rien à dire de moi entièrement, simplement et solidement, sans confusion et sans mélange, ni en un mot. Bon, je crois que ça règle la question. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Montaigne vit et pense des choses contradictoires en même temps et sous le même rapport. Quelques autres exemples qui ne sont pas dans son texte mais dans sa vie. Il est catholique, mais il sert le roi de Navarre, qui est protestant et excommunié par le pape.
tout de même. Il est sceptique, mais il ne doute pas de tout. Il est, comme il le dit, sociable à l'excès, mais il s'enferme volontiers dans sa tour pour lire et écrire, etc. On pourrait continuer cette liste indéfiniment, on arriverait à citer les essais en entier, évidemment. Cette idée que l'homme vit dans la contradiction, Montaigne l'exprime à travers un mot-clé qui est très mal compris aujourd'hui et qui figure dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Ce mot, c'est le mot diversité. La plupart des lecteurs contemporains, même instruits, confondent diversité et variété, parce que c'est devenu le sens actuel du mot. Pourtant, Montaigne les distingue bien. La variété désigne le caractère changeant du réel, la multiplicité des apparences. La diversité désigne rigoureusement les contradictions. Car ce qui est divers, c'est ce qui va dans des directions opposées, conformément à l'étymologie latine, que Montaigne, évidemment, connaissait par cœur. Diversus, en latin, c'est ce qui prend des voies qui s'éloignent l'une de l'autre. Ça diverge. L'homme est un être, vous connaissez la formule, ondoyant et divers. Il fluctue, ça c'est la variété, et il prend des voies contradictoires, ça c'est la diversité. Je crois que la réticence, ou plutôt la résistance, si on me permet ce vocabulaire un tout petit peu psychanalytique, d'un lecteur aussi pertinent que Marcel Conche, et je répète que ce n'est pas une critique de la thèse, enfin de la compréhension de Marcel Conche, je crois que cette résistance en dit long sur la gravité de l'enjeu. La nonchalance avec laquelle Montaigne nous dit « Détendez-vous, la vie est contradictoire » est insupportable à la quasi-totalité des penseurs occidentaux. J'insiste sur le qualificatif occidental, depuis tout à l'heure, parce que la position de Montaigne rejoint celle d'un certain nombre de penseurs orientaux, en l'occurrence, en particulier les taoïstes, comme l'a notamment remarqué François Julien, mais il n'est pas tout seul. Il n'est pas exagéré de dire que Montaigne est en fait un penseur taoïste, ou disons, si vous préférez, le plus taoïste de nos penseurs. « Je ne peins pas l'être, je peins le passage » est une profession de foi taoïste. Le Tao, c'est la voie, le passage. La vérité totale dont parle Merleau-Ponty, c'est l'expérience totale qui intègre tous les aspects du vécu. Je préférerais donc parler d'un empirisme intégral plutôt qu'à d'un empirisme pur. Et même si cela paraît provocateur, j'en déduirais que Montaigne est un dogmatique intégral. Il est probablement plus dogmatique que vous et moi, mais sur un mode différent. Car un dogmatisme qui embrasse la totalité de l'expérience avec ses contradictions est en même temps un dogmatisme ouvert. Aussi longtemps que l'expérience dure, c'est-à-dire jusqu'au bout de notre vie, ce dogmatisme doit rester ouvert pour accueillir la variété des expériences. Cette ambition de Montaigne explique peut-être que les essais nous apparaissent comme le livre, l'œuvre totale qui désigne tout le vécu humain. Et peu de livres peuvent lui être comparés de ce point de vue. Ce livre après lequel courait Mallarmé, Montaigne l'a écrit. Avec son enthousiasme habituel, Marie de Gournay s'écriait dans sa préface « Ce livre, les essais, est enfin le trône judicial de la raison, ou plus proprement son arme, l'élébore, c'est-à-dire le médicament de la folie humaine, le hors-de-page des esprits, la résurrection de la vérité. » Bon, on pardonnera l'enthousiasme d'une très jeune femme pour ce livre, et pour l'homme aussi, à l'occasion. C'est un livre évolutif, bien sûr, et lui-même soulignait qu'il pourrait s'augmenter aussi longtemps qu'il vivrait et qu'il y aurait de l'encre. Vous connaissez cette fameuse phrase « Qui ne voit que j'ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans travail, j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde ». Les essais disent donc bien la vérité totale d'un homme, et par voie de conséquence de tout homme. C'est une vérité contradictoire, au sens où elle inclut toutes les contradictions rencontrées dans la vie. La question que nous devons nous poser maintenant, c'est l'entreprise de Montaigne est-elle donc une illusion ? L'ambition de dire la vérité totale, aussi diverse et variée qu'elle soit, sur soi-même, est-elle vouée à l'échec, fût-ce un glorieux échec ? Après tout, Mallarmé, lui, n'a pas réussi à écrire le livre. Mais le projet de Montaigne est différent. Il ne vise pas l'achèvement, justement. Son désir serait illusoire s'il prétendait parvenir au savoir absolu, définitivement clos sur lui-même.
Or, au contraire, Montaigne admet que son entreprise ne finira jamais. Elle se poursuivra aussi longtemps que sa vie et son expérience. On peut établir, je crois, un parallélisme entre l'ouverture des thèses et l'ouverture des phrases de Montaigne, sa manière d'écrire. Les phrases sont indéfiniment allongeables. Vous savez, il rajoute sans arrêt des morceaux, des lopins, comme il le dit lui-même. Le travail d'écrivain de Montaigne consiste à reprendre sa phrase, à la compléter, il n'enlève quasiment jamais rien. Il y introduit sans cesse des éléments nouveaux, en conservant l'acquis. Même chose pour les chapitres, qui s'augmentent indéfiniment. Montaigne explore, en un sens, la possibilité d'allonger la vérité. Vous avez même cette formule extraordinaire dans un autre passage. Il parle de la raison qui s'allonge. Aucun philosophe français ou aucun philosophe occidental, à ma connaissance, n'a jamais dit que la raison pouvait s'allonger. Vous imaginez, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais Montaigne, lui, il sentait que ça pouvait vouloir dire quelque chose. Donc, et pour la même raison, il allonge son œuvre aussi. Et ça aurait pu durer très longtemps s'il n'était pas mort relativement jeune. Il désigne lui-même le livre 3 des Essais comme un allongeail. Le mot est devenu célèbre. Et à juste titre, on sent bien que ça résonne, que ça dit quelque chose de profond sur Montaigne. Je crois que c'est le fait d'assumer la dimension infinie de son entreprise qui la sauve. Avancer toujours n'est pas une posture pour Montaigne. Ce n'est pas une position, car l'avenir reste constamment ouvert à l'imprévisible. On ne peut pas comprendre la manière dont Montaigne assume ses contradictions si on ne fait pas le rapprochement avec sa manière de concevoir l'infinité du monde, de manière significative. Et après, je laisserai là ce pauvre Marcel Conche. Mais l'index de son livre ne contient aucune entrée au mot infini. Il y a pourtant quelques passages à remarquer sur ce point. J'avais fait à une époque un petit cahier avec les extraits sur l'infini, un bon petit cahier. Une seule phrase ou deux phrases. Ce que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu, qui voit en l'immensité de son ouvrage l'infinité des formes qu'il y a comprises. L'idée revient sans cesse. Dieu est infini. Mais le monde aussi a sa manière. Une autre phrase. Il y a infinies autres différences de coutumes en chaque contrée. Par exemple, le nombre des lois humaines n'a aucune proportion avec l'infinie diversité des actions humaines, etc. etc. Bon. Il aime beaucoup aussi l'expression « infinis exemples ». C'est que la nature a son infinité et l'histoire humaine aussi. Il faut juger avec plus de révérence de cette infinie puissance de nature et plus de reconnaissance de notre ignorance et faiblesse, etc. Bon. S'agit-il d'une conception épicurienne du monde ? Vous savez que les épicuriens pensaient que l'univers est infini, il y a une infinité de mondes. Bon. Apparemment non, car il prend la peine de critiquer la conception atomiste d'Épicure dans l'apologie de Raymond Sebon. Mais il existe un autre penseur, plus proche chronologiquement de Montaigne, qui a développé l'idée que la création reflète l'infinité de Dieu. Ce penseur, c'est Nicolas de Cuse, dont Montaigne a acheté les œuvres complètes lors de son voyage en Italie. C'est le seul dont il nous dit qu'il avait fait cette petite emplette à Venise. Et si notre Gaston était en fait un disciple... Notre Gascon, pardon. Ouais, elle est pas mal. Et si notre Gascon était en fait un disciple discret du cardinal de Cuse ? L'articulation de certains thèmes est étrangement proche. Car que signifie la coïncidence des opposés, qui est le thème de la doctignorance, sinon que dans l'infini, les contradictions se résolvent et s'annulent ? Dans l'apologie de Raymond Sebon, Montaigne évoque son ami poète et mathématicien Jacques Pelletier du Mans. Et il dit ceci : « Jacques Pelletier me disait chez moi qu'il avait trouvé 2 lignes, s'acheminant l'une vers l'autre pour se joindre, qu'il vérifiait toutefois ne pouvoir jamais, jusqu'à l'infinité, arriver à se toucher. Ces séquentes qui ne se coupent pas à l'infini font irrésistiblement penser aux exemples géométriques de Nicolas de Cuse dans la doctignorance. Je crois que c'est la même idée. L'infini annule les contraires. » Je cite une phrase très célèbre de Nicolas de Cuse. « S'il y avait une ligne infinie, elle serait une droite, elle serait un triangle, elle serait un cercle et elle serait une sphère. » Je ne rentre pas dans les détails de l'argumentation de Nicolas de Cuse. Mais
On a une idée, là, une intuition qui, je crois, est assez proche. À partir de cette intuition, le Cusin fait une critique de la relativité de la science humaine dans son livre des Conjectures. Sa thèse est très simple, je cite. « L'exactitude de la vérité est hors de notre atteinte. La conséquence, c'est que toute assertion humaine portant sur le vrai est une conjecture. » Le mot « conjecture » et ses dérivés apparaissent une bonne vingtaine de fois dans les essais, donc d'une manière qui n'est pas exceptionnelle et toujours dans le contexte d'une réflexion sur la connaissance humaine. Un dernier thème commun à Montaigne et au Cusin est celui de la venatio sapientiae, la chasse de la sagesse. La recherche de la sagesse comme chasse, comme exercice de chasse. Un dogmatique est en fait, du point de vue de Montaigne, quelqu'un qui chasse la vérité. Et c'est ce qu'il fait. Il est parfaitement consistant de dire, je crois, que selon sa propre conception du dogmatisme, Montaigne est un dogmatique, mais vous voyez que ce n'est pas le dogmatisme des dogmatiques en général. Si je récapitule ces 3 points, résorption des contradictions dans l'infini, savoir réduit aux conjectures et chasse de la sagesse, ça commence à faire un peu plus que des coïncidences. Comment se fait-il que le lien entre Montaigne et Nicolas de Cuse n'ait pratiquement pas été remarqué jusqu'ici ? Il y a, me semble-t-il, 3 raisons principales. La première, c'est que Nicolas de Cuse est un théologien, c'est un cardinal. Et on néglige systématiquement l'étendue de la culture théologique de Montaigne. On oublie par exemple son travail de traduction de la théologie naturelle de Raymond Sebon. Il se trouve que le livre de Sebon appartenait à la bibliothèque du Cusin, et ce n'est certainement pas une rencontre accidentelle. La deuxième raison, c'est que Nicolas de Cuse n'est pas un sceptique. Et puisque Montaigne est sceptique, il n'y a pas de lien. Vous voyez, c'est une conséquence très simple. Sauf que, comme j'essaie de vous le montrer depuis tout à l'heure, Montaigne n'est certainement pas un sceptique comme on dit que les sceptiques le sont. Et peut-être que Nicolas de Cuse, lui, sans être sceptique, le serait un petit peu quand même. Vous voyez ? Bon. Et puis, le troisième point, peut-être le plus décisif, c'est qu'on ne veut pas voir qu'il y a bien une coïncidence des opposés dans l'infini chez Montaigne. Les contraires se rencontrent au même lieu. La contradiction existe en nous et dans la nature. Les contradictions de Montaigne ne viennent pas d'une succession temporelle ou historique. Ce n'est pas qu'il change d'avis. Et je crois que c'est certainement la plus grosse erreur qui a été commise par les interprètes à propos de la théorie génétique des essais. Montaigne se serait contredit parce qu'il aurait évolué au fil des temps. Je tiens à vous rassurer, je crois que Montaigne voit très bien qu'il se contredit et il ne se donne même pas l'excuse de changer d'avis. Alors, naturellement, de temps en temps, il a changé d'avis, il le dit aussi, mais ce n'est pas l'essentiel. La contradiction, pour lui, est dans notre nature, toujours, en tout lieu. On voit donc que Montaigne ne ruine pas le dogmatisme, il l'élargit à l'infini. Et par là, il lutte activement contre ce que quelqu'un comme Mohamed Harkoun, par exemple, a appelé la clôture dogmatique qui engendre le fanatisme. Une petite citation de Montaigne. « Les belles âmes, ce sont les âmes universelles, ouvertes et prêtes à tout. » Et lui-même s'attribue cette qualité qui, je crois, n'est pas métaphorique. J'ai une façon ouverte, aisée à s'insinuer et à se donner crédit aux premières accointances. La naïveté et la vérité pure, en quelques siècles que ce soit, trouvent encore leur opportunité et leur mise. On ne peut pas être plus clair. Ce qui pose problème pour Montaigne, c'est la fermeture, le repli sur une conviction partielle et partiale qui se donne pour définitive et satisfaisante. Dans l'infini, c'est-à-dire concrètement dans l'ouverture indéfinie au réel, toutes les opinions s'égalisent, si opposées soient-elles. Et ici aussi, Montaigne rejoint Nicolas de Cuse, l'auteur du « De Pace Fidei, la paix de la foi », un ouvrage qui imagine, au XVe siècle, un concile universel des religions à Jérusalem, dans lequel chaque religion apporterait sa contribution à la foi universelle. Je crois qu'on ne peut pas imaginer un dogmatisme plus ouvert. Qui dit mieux ? Dans le contexte des guerres de religion, qui est celui où Montaigne a vécu toute sa vie adulte et sa vie d'écrivain, l'enjeu politique de cette conception de la vérité dogmatique n'échappera à personne. Le point de crispation entre catholiques et protestants était en effet fondamentalement celui des dogmes. Le tournant décisif fut l'échec du colloque de Poissy en 1561, lorsque les représentants de chaque confession reconnurent l'impossibilité de s'accorder sur un certain nombre de définitions dogmatiques. Et cet échec signa l'entrée dans un conflit meurtrier et fratricide. Il serait très réducteur
de considérer la pensée de Montaigne comme une sorte de montage intellectuel permettant à peu de frais de sortir des guerres de religion. La conception de la vérité que nous venons d'analyser est d'abord l'expression réelle de son rapport au monde et aux autres, de sa manière de vivre. Montaigne, je crois, est réellement une personnalité ouverte et curieuse de tout. Mais il est clair qu'il a cultivé cette manière d'être et qu'il y a vu un levier puissant pour apaiser les troubles religieux et produire une réconciliation. L'entreprise de Montaigne, sur ce plan, est extrêmement consciente et réfléchie. Pour éviter de donner l'impression qu'il est un donneur de leçons, Montaigne se contente de proposer l'exemple de sa vie. Mais il insiste discrètement sur le succès de ses choix et sur le fait que lui, il a traversé toutes les guerres de religion sans en subir de conséquences tragiques. Le lecteur attentif est invité à en tirer de lui-même les conclusions. Le dénigrement de toute ratiocination fait partie de cette stratégie d'apaisement. Le message est clair. Arrêtez de couper les cheveux en quatre, surtout si ça vous conduit à vous massacrer. L'un des chapitres des essais où l'articulation de ces thèmes se voit le plus clairement est le fameux chapitre de la liberté de conscience, dont la figure centrale est celle de l'empereur Julien, surnommé l'apostat. C'est d'ailleurs dans ce chapitre que j'ai trouvé la formule qui a inspiré le titre de ma conférence aujourd'hui. Il n'y a pas Montaigne à la vérité, il y a l'empereur Julien à la vérité. Vous voyez, il présente l'empereur Julien comme ça. Or, dès le début du chapitre, Montaigne indique le contexte. En ce débat par lequel la France est à présent agitée de guerres civiles, etc. Bon, les guerres civiles, les guerres de religion. Or, qui est l'empereur Julien ? C'était à la vérité, il recommence, c'est pas la même phrase, un très grand homme et rare. Et de vrai, il n'est aucune sorte de vertu de quoi il n'est laissé de très notables exemples. La double référence à la vérité dans cette amorce de portrait mérite d'être soulignée. Elle n'est pas si fréquente sous la plume de Montaigne. Mais quel est le trait distinctif de Julien ? Nous venons de le voir. Il avait intégré toutes les vertus. Nous devinons déjà que Julien sera le type même de l'homme ouvert et littéralement intègre. D'un point de vue strictement politique, ce que Montaigne retient à la fin du chapitre, c'est que Julien a favorisé la liberté de conscience, c'est-à-dire la permission pour chacun de servir la religion qu'il souhaitait en respectant le choix des autres. Tout est là. Ne pas exclure l'autre sous prétexte que nous ne partageons pas ses convictions. Le plus remarquable, c'est que Montaigne est parfaitement conscient que cette liberté est à double tranchant. Elle peut favoriser la cohabitation tout autant que les dissensions. Permettez-moi de citer une phrase un peu longue. On peut dire que d'un côté, lâcher la bride aux parts, c'est-à-dire aux partis, d'entretenir leur opinion, c'est épandre et semer la division. C'est prêter quasi la main à l'augmenter, n'y ayant aucune barrière ni coercition des lois qui brident et empêchent sa course. Mais d'un autre côté, on dirait aussi que de lâcher la bride aux parts, d'entretenir leur opinion, c'est les amollir et relâcher par la facilité et par l'aisance, et que c'est émousser l'aiguillon qui s'affine par la rareté, la nouvelleté et la difficulté. Ce n'est donc pas simplement un truc politique, une sorte de couteau suisse des tensions religieuses. Et c'est là que nous vérifions qu'il s'agit plutôt d'un choix existentiel, d'une manière d'être, qui repose sur un pari plus que sur une technique de vie. Mais comme le dira un peu plus tard un grand lecteur des essais, nous sommes embarqués et il faut choisir. Voilà donc, je crois, en définitive le choix de Montaigne, lâcher la bride. Je vous remercie.